Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un défi macroéconomique qui dicte littéralement le quotidien, l'emploi et le portefeuille de millions d'Européens. On va parler de la coordination des politiques conjoncturelles en zone euro. C'est un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, on a une politique monétaire unique et totalement centralisée, et de l'autre, 19 budgets nationaux qui restent souverains. Bref, un vrai casse-tête. Pour bien comprendre comment tout cela tient debout, on va analyser en profondeur le fameux policy mix, le rôle crucial de la Banque centrale européenne face aux chocs symétriques et bien sûr les contraintes budgétaires nationales directement liées au pacte de stabilité et de croissance. Au programme de notre analyse aujourd'hui, d'abord les fondements des politiques conjoncturelles. Ensuite, on passera à la politique monétaire unique, puis aux contraintes budgétaires nationales. On enchaînera avec le policy mix européen pour terminer sur les limites structurelles et les divergences de ce modèle. Commençons tout de suite avec notre première partie, les fondements des politiques conjoncturelles. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une politique conjoncturelle? Concrètement, ce sont toutes ces mesures de court terme que les pouvoirs publics déploient pour stabiliser l'économie. L'objectif, c'est de maintenir en équilibre 4 grands indicateurs: l'inflation, le chômage, la croissance et le solde commercial. Et pour ça, on s'appuie sur 2 leviers massifs. Le premier, c'est la politique monétaire. Le second, c'est la politique budgétaire. Ce sont vraiment les 2 bras armés de l'interventionnisme de l'État moderne. Mais pourquoi a-t-on besoin d'intervenir? Eh bien, c'est surtout pour amortir ce qu'on appelle des chocs. Imaginons d'abord un choc symétrique. C'est un tsunami économique qui frappe tous les pays d'une même zone en même temps et de la même manière. La crise financière de 2008 ou plus récemment la pandémie de Covid-19 en sont de parfaits exemples. Face à un phénomène d'une telle ampleur, il est absolument logique de réclamer une réponse macroéconomique massive et centralisée. À l'inverse, il y a le choc asymétrique. Là, c'est tout le contraire. C'est un événement qui ne va toucher qu'un seul pays ou alors impacter les membres d'une même union de façon très inégale. Pensez à une catastrophe naturelle localisée ou à des mouvements sociaux bien spécifiques. Et c'est là que l'architecture européenne devient vraiment fascinante, car ces chocs asymétriques prouvent qu'on a un besoin vital de garder des réponses politiques locales et sur mesure, même à l'intérieur d'une union unifiée. Passons à notre deuxième partie, la politique monétaire unique. L'une des plus grandes spécificités de l'Europe, c'est le mandat de la fameuse BCE, la Banque centrale européenne. Elle a une seule et unique boussole, maintenir l'inflation sous la barre des 2%. C'est sa priorité absolue. Le contraste est d'ailleurs saisissant si on regarde du côté des États-Unis. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a ce qu'on appelle un double mandat. Elle doit bien sûr contrôler l'inflation, mais elle doit aussi soutenir activement la croissance et l'emploi. En Europe, on a délibérément choisi la stabilité des prix avant tout le reste, quitte à sacrifier la relance directe de la croissance en cas de coup dur. Ce qui nous amène à la troisième partie, les contraintes budgétaires nationales. Le chiffre 3. C'est sans doute l'un des chiffres les plus célèbres de l'économie européenne. Il représente la règle d'or imposée par le pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public d'un État ne doit absolument pas dépasser 3% de son produit intérieur brut. L'idée derrière ce chiffre, c'est de mettre un frein clair aux dépenses étatiques qui seraient un peu trop généreuses. Et voici son grand frère, le chiffre 60. La dette publique d'un pays membre doit impérativement rester sous la barre des 60% de son PIB. La logique de ces règles mathématiques, c'est d'imposer une forme d'orthodoxie financière stricte à travers toute la zone euro, alors même que les économies des différents pays sont, à la base, extrêmement diverses. Alors pourquoi s'infliger une telle camisole de force? Il y a 3 grandes raisons. D'abord, avoir des finances saines donne aux États la marge de manœuvre nécessaire pour répondre au choc asymétrique dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il s'agit d'empêcher à tout prix le syndrome du passager clandestin. On veut éviter qu'un pays ne creuse ses déficits sans fin en profitant de la stabilité garantie par la BCE, tout en faisant peser le risque sur ses voisins. Et enfin, le but ultime, éviter le cauchemar du défaut de paiement d'un État souverain, ce qui pourrait faire s'effondrer la monnaie unique tout entière. Quatrième partie, le policy mix européen. Ce fameux policy mix, c'est la combinaison entre l'action de la Banque centrale et les budgets des États. Et face aux crises, cette alchimie donne des résultats très variables. Prenons la crise du Covid en 2020. On a eu une réponse expansive sur toute la ligne. La BCE a injecté des liquidités massives et les États ont dépensé sans compter pour sauver les meubles. Mais retournons en 2011, pendant la crise de la dette. Là, la dynamique était complètement paradoxale. On avait une politique monétaire expansive pour maintenir les pays à flot, mais en même temps des politiques budgétaires extrêmement restrictives. Autrement dit, de l'austérité pure et dure. C'est un grand écart, parfois très douloureux à gérer. Enfin, cinquième et dernière partie, les limites structurelles et les divergences. Si on regarde les chiffres froidement depuis 2008, un immense fossé saute aux yeux. Au nord, on a des pays avec un chômage très faible, une croissance robuste et une rigueur budgétaire retrouvée.
Mais au sud de l'Europe, le tableau est beaucoup plus sombre. Un chômage structurel tenace, des épisodes de forte dépression et une dette publique qui n'arrête pas de gonfler. C'est la dure réalité d'une Europe à deux vitesses. Comment expliquer une telle fracture? C'est le résultat direct de défauts de coordination dans le système. D'abord, avoir un taux d'intérêt unique, c'est problématique. Un taux très bas peut surchauffer une économie du Nord, qui va déjà bien, tandis qu'une remontée des taux va étouffer un pays du Sud qui tente tout juste de se relever. Ensuite, on a 19 dettes nationales différentes qui fragmentent complètement le marché. Et pour couronner le tout, comme les États ne contrôlent plus leur monnaie, ils se font la guerre autrement, à coup de dumping fiscal et social pour attirer les investissements. C'est du chacun pour soi. Évidemment, ça crée un véritable choc philosophique. D'un côté, on a la vision des pays dits frugaux, plutôt au nord, qui martèlent que la discipline budgétaire et les réformes doivent passer avant toute solidarité. De l'autre côté, la vision du Sud plaide pour une véritable mutualisation de la dette, une forte solidarité et des politiques de relance audacieuses. Et si on regarde l'actualité récente, avec le retour en force des règles de réduction des déficits, on constate que c'est bien l'approche des pays frugaux qui est en train de remporter la partie. Pour conclure ce décryptage, il faut se poser une question fondamentale. Le retour acté à cette stricte orthodoxie budgétaire ne risque-t-il pas de briser, une bonne fois pour toutes, la promesse historique d'une vraie convergence européenne? C'est une interrogation absolument cruciale qui met en lumière toutes les limites du modèle actuel. Les faits sont sur la table. C'est maintenant à nous d'y réfléchir et d'imaginer la suite pour l'économie de la zone euro.